Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, la nouvelle émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Paris, secrétaire national au Parti Socialiste en charge des questions de l'Europe et internationales. Avec vous, nous verrons bien sûr l'impact des élections allemandes sur la France qui ont lieu dimanche. Et puis nous verrons aussi la place de François Hollande sur la scène diplomatique. Et puis nous vous interrogerons aussi un peu sur les 1 an d'Harlem Désir à la tête du Parti Socialiste. Caroline Vigoureux a scruté pour nous Internet et elle a vu tout ce qu'on dit de vous sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Alors ma première question est simple. Vous plaidiez il y a quelques mois pour une grande confrontation avec l'Allemagne d'Angela Merkel. À 48 heures du vote, la chancelière sortante est archi-favorite pour cette élection. Est-ce que sa réélection serait une mauvaise nouvelle pour François Hollande ? Mauvaise nouvelle, non, parce que la campagne électorale, on l'a peu suivie en France, mais a mis au centre la question de la relance en Allemagne. C'est-à-dire que Mme Merkel, pour pouvoir étouffer le SPD, qui était appuyé sur les syndicats, a repris toute une série de revendications, que ce soit le SMIC, que ce soit l'augmentation des salaires, autant de choses qu'elle ne défendait pas quand elle n'était pas en campagne électorale. Et donc d'ailleurs, ça a provoqué en Allemagne un mouvement sur sa droite, sur la droite de la CDU, de petites formations politiques qui contestent l'orientation quasiment social-démocrate de Mme Merkel. Donc à la sortie de cette élection... Vous pensez à la question du SMIC notamment, c'est ça ? À la question du SMIC, mais vous savez que ceci a des conséquences pour l'ensemble des salaires, que ce soit en France ou que ce soit en Allemagne. La question de la relance, la question du soutien à la jeunesse, etc. Donc à la sortie, si elle était élue, et j'observe que la situation est moins simple qu'on voulait bien le dire, puisqu'elle baisse dans les derniers sondages, le SPD monte, les Verts aussi, donc c'est le problème de la coalition, quel type de coalition, et non pas qui va arriver en tête. Enfin, de toute façon, si elle gagnait, elle serait dans une autre situation du point de vue de la campagne électorale et du point de vue du ralentissement de la situation économique en Allemagne. Et en attendant, dans le duo France-Allemagne, c'est souvent elle qui a eu le dernier mot. Est-ce que vous avez peur que est-ce que vous redoutez que cette situation perdure ? Non, parce que je crois que le rapport de force est en train de changer en Europe. Vous avez vu récemment les Pays-Bas dire qu'ils ne pouvaient plus faire face. Vous avez vu le ralentissement de l'économie et de la compétitivité en Angleterre, la situation en Espagne, la situation en Italie. On ne sait pas demain comment cela va évoluer au niveau des banques et l'ensemble des banques françaises et allemandes. France-Allemagne. Oui, mais ça veut dire que le climat général va évolue en Europe et le climat en Allemagne évolue. Donc moi, je suis assez serein sur la suite. Je pense que le moment Merkel-Hollande après l'élection en Allemagne ne sera pas le même. Sur le dossier syrien, on vient d'entendre François Fillon qui a réaffirmé ses critiques contre la politique syrienne de François Hollande. Il l'a fait depuis Moscou, lors d'un colloque, à côté de Moscou plus exactement, et en présence de Vladimir Poutine. Plusieurs s'émeuvent de ces déclarations. Est-ce que ça vous choque, vous ? Vous savez, la formule de François Mitterrand à Tokyo, on ne critique pas la France de l'étranger, vis-à-vis de Jacques Chirac qui le faisait. Mais M. Fillon est de moins en moins gaulliste, c'est normal. Mais bon, c'est un ami de M. Poutine. Il l'a dit depuis longtemps. Fillon est un ami de M. Poutine. Oui, Fillon est un ami de M. Poutine, il l'a déjà visité plusieurs fois. Mais venant de quelqu'un qui, passant par le Liban, a visité le Hezbollah, ce qui est assez particulier, cela ne m'étonne pas. La position que défend M. Fillon sur la situation au Liban et en Syrie est dans l'univers diplomatique de M. Poutine. Au-delà des déclarations de François Fillon, la France est apparue finalement, à la fin de toute cette séquence compliquée sur le dossier syrien, isolée un peu sur la scène internationale. On a vu les Américains et les Russes se mettre d'accord à Genève sans qu'on soit présent. Est-ce que ce n'est pas, quelque part, pour François Hollande, une forme d'échec ? Après le succès qu'il avait connu au Mali, sur la Syrie, on voit que ça n'a pas marché. Pas du tout. Parce qu'il est de bon ton de dire qu'il ne faut pas être isolé. S'il ne fallait pas être isolé, il fallait être avec l'ensemble des pays européens qui étaient pour ne pas intervenir.
La France a une position très particulière parce qu'elle n'estime pas devoir s'insérer dans une grande Suisse européenne. Elle intervient quand elle estime nécessaire. François Hollande a été le premier à le faire et l'histoire retiendra qu'il a fait bouger les lignes. À la fin, dans la conclusion, on n'y est pas encore, car M. Lavrov et M. Kerry se sont réunis, ils ont discuté, ils ont fait des évolutions, mais vous avez remarqué que pour l'instant, il n'y a pas de résolution au Conseil de sécurité. Et M. Lavrov, qui disait que les armes chimiques avaient été portées par Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda au Syrie, n'a pas repris cette argumentation aujourd'hui dans le conflit syrien. Donc on est quand même en évolution et il ne faut pas rester à l'écume des choses. En France, c'est une nouvelle fois un peu une sale semaine pour l'exécutif, quoique à propos de la pause fiscale entre le président et le Premier ministre, rejet de la réforme sur le cumul des mandats au Sénat. Tout ça fait un peu désordre, c'est un peu une impression d'amateurisme. Libération titrait les apprentis récidives. Est-ce que vous n'avez pas cette impression un peu? Vous n'êtes pas un peu gêné par ces couacs? C'est un peu dur, c'est les aléas de la vie politique dans un moment qui n'est pas simple, qui est essayer de boucler un budget face au déficit auquel nous sommes confrontés et à l'absence de croissance. Donc il faut être au plus juste, il faut avoir une politique de l'offre et puis aussi une politique de la demande, il faut équilibrer l'ensemble du budget. Donc on est dans les ajustements et dans les ajustements il y a souvent des éléments de couac parce que les uns et les autres tentent d'obtenir un peu plus pour leur propre budget. Mais je pense que la polémique entre l'UMP et le Parti socialiste est médiocre parce que si vous reprenez les chiffres, grosso modo, ce que nous faisons du point de vue de la pression fiscale, c'est ce que Nicolas Sarkozy a fait dans les 30 milliards. Bon, donc le problème, il n'est pas là, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, quelle est l'alternative par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire, comment la droite stimulerait la croissance, comment elle redistribuerait. On entend à droite des gros couacs entre ce que dit M. Copé ou ce que dit M. Fillon ou ce que dit M. Wauquiez sur le même sujet. Caroline. Donc on voit bien que c'est une situation extrêmement difficile et le débat n'est pas très lisible. Et au-delà de l'UMP, Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, a lui-même évoqué un ras-le-bol fiscal. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain? Moi, je ressens surtout le ras-le-bol du chômage. Et peut-être que ceci explique cela. Quand on fait du porte-à-porte, puisqu'on prépare les élections municipales, quand on va dans des réunions, des fêtes de la Rose, j'en ai encore fait 3 dernièrement, on nous parle surtout du chômage, de la montée du chômage inexorable, des petites boîtes qui ferment. De cette pression fiscale c'est posé, évidemment, mais ce n'est pas posé dans les proportions qu'on note ici à Paris. Vous aviez dit il y a quelques jours, quelques semaines dans Le Monde que l'habileté ne suffira pas à François Hollande. Que lui manque-t-il pour être un président qui conviendrait à toute la gauche? La réussite, c'est-à-dire l'inversion de la courbe du chômage. De la courbe du chomage. Car si elle est là, et il semblerait que les éléments s'accumulent pour qu'elle soit là, je pense que la vision de François Hollande changera parce qu'on trouvera qu'il a une vision. En politique, c'est pas simplement la détermination, l'énergie, c'est aussi la vision et je pense que ceci est en train de mûrir. Vous avez déclaré à propos du premier secrétaire du PS, je cite, « Il faut que l'on retrouve vite le Harlem Désir qui fit les beaux jours de SOS Racisme ». Est-ce que vous l'avez retrouvé, ce Harlem Désir-là? Eh bien, il est en train de le faire. Ce n'est pas facile pour lui aussi parce qu'être un parti de gouvernement au gouvernement, c'est compliqué à se faire entendre. Et même au bout d'un an, c'est normal que le PS se cherche encore? Vous avez parfaitement raison, le PS se cherche encore et j'espère qu'il va se trouver. Alors cette semaine, Nicolas Sarkozy a fait sa première apparition sur le terrain hexagonal. Jusqu'à présent, il faisait des conférences à l'étranger, il était en Haute-Savoie. Vous croyez à son retour? Est-ce que pour vous, il serait un candidat redoutable en 2017? Le plus redoutable? Sarkozy, Fillon? Écoutez, on prendra celui qui sortira de leur primaire, mais moi je n'ai jamais douté du retour de Nicolas Sarkozy. Il était resté sur un échec et a mûri dans sa tête le fait de réussir ce que personne n'a réussi, à savoir de revenir à la présidence de la République après une défaite. Mais il est dans la revanche. Oui, alors le problème est, pour lui, c'est simple, c'est quel bilan, quel programme, quel homme. Cette équation,
elle n'est pas encore là. Bon, j'ai bien vu qu'il ne voulait plus faire de la politique politicienne, c'est bien le moins quand on est candidat à l'élection présidentielle, mais on ne voit pas très bien où sont les failles de son quinquennat, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi a-t-il perdu. Il pense peut-être qu'il n'a pas perdu, mais c'est que la crise l'a battu. Et puis, qu'est-ce qu'il va proposer aux Français, parce que les Français ne sont pas dans la stratosphère, ils sont confrontés à des situations concrètes extrêmement difficiles. Retour, quoi. Si, je crois qu'il va se battre jusqu'au bout. Il veut sa revanche. Il veut sa revanche, il veut son match retour. Et il va tout faire pour que Fillon ne puisse pas être désigné. Alors Caroline a fouillé le net, les réseaux sociaux pour savoir ce qu'on disait de vous. Alors, vous avez publié un communiqué qui s'intitule « Au revoir François Bayrou et à bientôt ». Il y a des internautes qui vous ont demandé sur Facebook pourquoi finalement vous n'avez pas tenté de le retenir plutôt que de le laisser filer vers le centre. Parce que nous connaissons sa nature. Monsieur Bayrou a une particularité, c'est qu'il est centriste à Paris et de droite, parfois très à droite, quand il est à Pau. Oui, c'est quelqu'un qui se part d'une certaine hauteur, d'une éthique, mais qui est très très politicien. Donc c'est pour ça qu'en rigolant, comme il fait un tournant centre-droit parce qu'il prépare les élections européennes et qu'il prépare les élections municipales, lui qui nous fait toujours la leçon sur les hommes politiques versatiles, je lui disais au revoir, puisque aujourd'hui vous êtes avec Borloo qui est dans l'opposition, mais à bientôt, car le lendemain de votre élection, je ne doute pas que vous reviendrez pour essayer d'occuper une place centrale. Vous lui dites pas merci quand même pour 2012, parce qu'il a donné un petit coup de pouce à François Hollande? Oui, il a donné un petit coup de pouce à François Hollande, et je ne l'ai pas mis dans le texte, puisque je voulais marquer sa versatilité. Vous avez publié cet été un communiqué sur votre blog dans lequel vous redisiez votre fidélité et loyauté à Dominique Strauss-Kahn. Il s'est installé en Serbie, vous avez des nouvelles de lui? Alors pas récemment, je vais en avoir dans quelques jours. Il a commencé une autre vie qui est celle d'un grand expert à l'échelle internationale. Je lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle vie. Okay. Et sur votre page Facebook également, un internaute vante votre esprit de synthèse époustouflante et estime que vous feriez un bon Premier ministre. Est-ce que vous n'avez pas finalement un regret à voir tous vos collègues au gouvernement et de ne pas en être? Non, moi je ne me suis pas fixé l'objectif d'un Marocain, comme on dit, d'un poste ministériel. Je pense qu'il y a des gens très qualifiés pour le faire. Je reste dans la politique, j'adore être généraliste et j'essaye de faire des synthèses politiques. Vous seriez disponible en cas de remaniement? Pour le Premier ministre, non. Il y en a déjà trop au gouvernement. de candidats. Si le président de la République fait appel à moi, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'il ait ça en tête. Il y a une petite image aussi cette semaine qui a été assez commentée. On vous a vu une réunion de la gauche populaire. Ce sont des socialistes assez critiques sur la ligne du gouvernement. Ça y est, là maintenant, il y a un pacte critique qui s'organise à l'intérieur du Parti socialiste, du groupe parlementaire, pour peser sur... Ce regroupement était autour d'une pétition sur la progressivité de la CSG, et à la fin de la réunion, ils en sont sortis pour une revendication sur le CICE. Donc on voit que le positionnement n'est pas tout à fait d'équerre. Non, je suis venu en leur disant que, vu la montée du national-populisme, du Front National, il fallait être responsable et cohérent. Vous parlez de montée de national-populisme? Oui, j'appelle ça le national-poujadiste. Et je pense que nous ouvrons une séquence de maintenant des municipales jusqu'au présidentiel où le Front National va monter. Et le Front National... Vous pensez que le Front National peut sortir en tête aux européennes? C'est une possibilité. Mais le Front National, ce n'est pas simplement un problème électoral. Le Front National a des conséquences dans la société, a des conséquences dans les quartiers, exerce une tension, une haine qui... peut poser des problèmes pour notre pacte civique. Donc, ce que je leur disais, c'est que, évidemment, il faut discuter du budget, mais aujourd'hui, il faut faire PAC. Il faut être cohérent, il faut se regrouper, et que j'étais là venu pour les écouter et pour remailler. Je pense qu'il ne faut pas aiguiser les divergences, qu'il faut remailler les positions à l'intérieur du Parti socialiste. Sinon, ça ouvre les voies, la voie à une Marine Le Pen qui serait haute et qui prend aussi un peu des électeurs chez vous? Bien sûr. Aujourd'hui, vu la crise à droite, et les problèmes politiques et stratégiques, il n'y a que le Parti socialiste pour tenir la Maison France. Merci Jean-Christophe Cambadélis et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Décideurs politiques.